Tribune Presse, premier numéro de la semaine, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui va s'articuler autour des deux principaux sujets. D'abord, les voyages du président de la République au Vatican, où il a été reçu par le pape François, puis à Londres, où d'abord il s'est adressé à la diaspora congolaise, puis il va aussi prendre part, je crois qu'il a déjà pris part au sommet sur l'investissement entre l'Afrique et la Grande-Bretagne. On va aussi prendre la marche de la Mouka, Martin Fayoulou qui était dans la rue le vendredi 17 janvier dernier, marche qui a été dispersée par la police, Martin Fayoulou plutôt, qui avait été escorté par la police jusqu'à son hôtel au niveau des Faden House dans la commune de la Gombe. Voilà donc les deux principaux sujets qui vont consacrer l'essentiel de cette émission. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux pour la toute première fois une dame. Elle est avocate, maître Arlette Odia, vice-présidente nationale de la Ligue des femmes de la dynamique Congo-Uni, partie chère au conseiller stratégique, je crois, du président de la République, monsieur Vidier Chimanga. Madame Arlette, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Très bien et heureuse de trouver une place aujourd'hui sur votre plateau. Et surtout que c'est pour la toute première fois que nous recevons une dame sur ces plateaux. Je vous remercie. Est-ce qu'il est facile de faire la politique au Congo en tant que dame? Non, il n'est pas du tout facile. En tout cas, pas du tout. Vous allez vous rendre compte que c'est très difficile quand c'est laisser une place à une dame. Très souvent, ce sont des intentions méchantes qu'on lui prête, ou sinon c'est un peu comme une, comment j'appelle ça souvent, une présomption de l'ignorance que l'on attribue à la femme. Alors il revient à celle-ci vraiment se déterminer, d'essayer d'apporter quelque chose de plus et de le faire de manière en osant le temps pour se créer vraiment cet espace-là qui est très difficile à contrôler. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Et là, vous rencontrez sur ces plateaux, certainement c'est pour la toute première fois, monsieur Eugène Kandolo. Lui, c'est un opérateur politique, un communicologue, un motivateur. Monsieur Eugène Kandolo, bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Super bien. La politique au Congo, ça va? C'est toujours en ébullition, donc ça va à 100 à l'heure. Hein. Voilà, on va entrer directement dans l'actualité. Maître Arlette, vous avez la parole. On vous fait l'honneur, vous êtes à votre première participation. Le président de la République en déplacement, d'abord au Vatican, où il s'est entretenu avec le pape. D'abord, quel était selon vous l'enjeu principal de ces voyages du président auprès du pape? Auprès du pape, l'enjeu, vous savez, dans plusieurs interventions du chef de l'État, il a démontré combien il voulait faire participer tout le monde à la réussite de son action ou de son programme pour le développement de la RDC. Et pour cela, il a besoin que tout le monde mette sa main à la pâte. Il s'en va se rapprocher des citoyens congolais, de toutes les couches, toutes les souches, de sorte à les remettre en confiance. Vous savez, nous revenons d'un passé très triste qui a fait plusieurs déçus. Les gens avaient un peu perdu de l'espoir. On s'est demandé quel était le sens que prenait la RDC. Déjà après les élections, très peu étaient optimistes et beaucoup plus pronostiquaient le chaos. Certains voyaient absolument le candidat Chadari prendre la place de Joseph Kabila. Et c'est tout ça que le président de la République veut tout le temps entrer en contact. Un contact à la fois permanent, mais aussi physique, je voulais dire, de sorte à rassurer tout le monde qu'on a sa place. Lorsqu'on parle des actions, on ne devrait pas avoir d'un côté ceux qui agissent et de l'autre ceux qui attendent. Nous devons tous agir et ensemble. Vous suivrez le président de la République dans la plupart de ses interventions, la place qu'il donne à l'Église catholique pour redresser, au moins pour participer à sa gestion. Je pense le pape, c'est le Saint-Père, c'est l'autorité mondiale de l'Église catholique
il y avait l'intérêt, le président a certainement estimé l'intérêt qu'il y avait à échanger avec lui. Et c'est un peu ça qu'on a su lire dans la démarche du chef de l'État. Très bien. Alors, M. Eugène Kantolo, quelle était l'opportunité pour les présidents de la République de rencontrer les papes? Se poser la question de savoir l'opportunité de rencontrer le pape, c'est un peu comme dire quelle est l'opportunité pour l'équipe de la RDC de participer à la Coupe du Monde, tu vois, donc ça revient au même. Donc il y a d'abord les côtés symboliques. Le pape, c'est le représentant numéro 1 de la plus grande église organisée au monde. Donc le Vatican représente l'État dans un État. Et ça, toute une histoire et un prestige. Rien que ça, ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre le pape. Il ne fait pas des audiences au tout premier venu. Donc et ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Mais aussi, c'était l'opportunité. Il faut rentrer un peu en arrière, je crois, 3 ou 4 mois avant. Je crois 3 mois. Le pape avait fait un tweet par rapport à la question de l'Est. Alors, il faut savoir toujours rapprocher les choses et saisir l'opportunité par rapport à ça. Et il a clairement dit, selon le propos du pape, que tout le monde le sait, que ces populations sont agressées injustement dans les tweets. Alors, quand on est un grand visionnaire, quand on est un président de la République qui a un flair... j'allais dire un flair intuitif, un voir venir les choses, on doit savoir effectivement appréhender cela comme un appel du pied et savoir capitaliser cela. Et c'était très important, raison pour laquelle, en y allant, le chef d'État part aussi avec quelque chose qui y a un lien avec ce tweet-là. Il part avec un tableau sur les larmes des bénis, comme cadeau à remettre au pape. Mais non pas de façon muette, avec un plaidoyer, une façon d'expliquer ce tableau qui est fait d'abord par un Congolais qui a une renommée internationale, mais une façon aussi pour le faire rayonner sur le plan international davantage. Et ce plaidoyer a toute sa symbolique et je crois que l'émotion qui s'en est suivie est plus éloquente que tout. Donc, l'enjeu, l'opportunité était là, surtout en ce moment où davantage on parlait, et il ne faut pas oublier que le représentant numéro 1 des catholiques ici venait d'entrer aussi dans la question aussi épineuse qui est polémique de balkanisation, avec une position assez tranchée. Donc tout ça, ça fait partie des éléments qui convergeaient de manière à ce qu'effectivement le chef de l'État rencontre le pape et que, bon, voilà, quelque chose. N'oubliez pas que l'Église catholique a un grand rôle de lobbying dans le monde. Alors, selon certaines sources, le pape aurait demandé au président de se rapprocher de ses anciens amis de l'opposition. Est-ce que vous conseillez ou vous conseillerez au président de s'incliner face à cette décision ou à cette demande du pape? Bon, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais prenons ça au conditionnel. S'il l'est fait, c'est un conseil. Donc, un conseil du pape, ça ne veut pas dire que c'est une imposition, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est un impératif. Donc, au chef de l'État d'apprécier. Mais je veux te dire une chose, on ne se rapproche pas de quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez vous rapprocher. Mais au-delà de ça, on se rapproche avec quelqu'un avec qui on peut construire. Je l'ai toujours dit, j'ai dit dans ces plateaux une fois, et c'était face à Christian qui lui souhaitait que le chef de l'État se rapproche avec Fayulu. Et moi je disais, s'il y a quelqu'un avec qui le chef de l'État peut se rapprocher facilement, c'est Moïse Katumbi. Parce qu'en fait, on se rapproche de quelqu'un qui montre les indices, la prédisposition à travailler avec vous, qui montre la prédisposition à ne pas être belliqueux. Or, ici en face, même si c'était Jésus-Christ qui venait conseiller Tshisekedi de se rapprocher avec Fayulu. Mais cela ne dépend pas de Tshisekedi, parce que même la Bible, elle dit, recherchez la paix avec tous, si cela dépend de vous. Si cela dépend de vous, en tout cas si ça dépend de Fachi, il peut rechercher la paix avec Fayulu. Mais Fayulu est-il prédisposé? Les comportements contradictoires que Fayulu accuse dans toutes ses sorties ne montrent pas que c'est quelqu'un qui est prêt à travailler. C'est quelqu'un en réalité qui, même si vous vous rapprochez,
il peut être un piège pour vous. Et ça, c'est très dangereux. Fathi a déjà autant de pièges autour de lui. La question notamment de son directeur de cabinet et d'autres personnes, notamment l'alliance dans lesquelles il se retrouve. Donc, on ne défait pas les choses comme ça juste parce qu'il y a eu un conseil du pape. Donc, il y a un ensemble de choses qui peuvent converger pour que les gens se mettent ensemble. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus les mabas à la commission. Les gens doivent s'aimer eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils doivent avancer. Parce que même si les gens qui se sont eux-mêmes aimés peuvent divorcer, a fortiori quelqu'un qui t'impose ou bien qui te conseille d'aimer quelqu'un d'autre. Donc le rapprochement, surtout que nous sommes en politique, ça ne se fait pas sur base des sentiments. C'est des intérêts et nous devons converger dans le même sens. Très bien. Alors Maître Arlette, après Vatican, le président s'est envolé pour Londres où il s'est entretenu d'abord avec la diaspora. Plusieurs déclarations, notamment la question des Banyamulenge, la coalition FCC-CAJ que le président considère comme un accident de l'histoire. Mais finalement, il y a des Congolais qui pensent que le président fait des déclarations fortes que lorsqu'il est à l'étranger. Est-ce que vous partagez cet avis avant de décrypter en long et en large les déclarations du président dans son ensemble? Permettez-moi de revenir encore quelques minutes sur le rapprochement dont vous avez fait état. Au-delà de ce que venait d'être évoqué ici, il y a aussi un autre aspect à prendre en compte. Le président de la République, en tout cas les nôtres que nous avons aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a toujours été ouvert à toute demande ou à toute sollicitation venant de quiconque. Et lorsque vous parlez de rapprochement, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous attendez que ce soit lui qui tende la main, encore que tous savons qu'il l'avait déjà fait. Dès les débuts de son mandat, il avait tendu sa main à quiconque voudrait la saisir. Et Fayoulou, que vous venez de citer, l'honorable, il a refusé catégoriquement. Mais si aujourd'hui il arrivait à revenir sur sa position d'antan, je pense que le président de la République, comme père de la nation, ne pourrait que le recevoir et savoir qu'est-ce qu'il en est. Et ce n'est qu'à l'issue de ce contact qui saura ou que nous pourrions encore présenter notre point de vue, de sorte à savoir s'il y a lieu ou pas lieu de travailler ensemble. Très bien. Je pense que ce débat, il est vraiment révolu. Alors, le président qui fait des fortes déclarations toujours à l'extérieur, d'abord, après son accession au pouvoir, il est allé déclarer, je crois, en Angola ou Namibie, qu'il va nommer un informateur, ce qui n'a jamais été fait, déboulonnage jusqu'à présent, rien. Est-ce que vous partagez la vue de ceux qui pensent que le président est beaucoup plus fort à l'extérieur qu'ici, à l'intérieur du pays? C'est un étonnement pour moi et même une déception. Pour moi, je considère cela comme de la discrimination ou encore de la ségrégation. Lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution, il est bien dit que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Qu'il soit devant les Congolais de la diaspora ou encore les Congolais sur le sol congolais, il est en face d'une communauté congolaise. Il ne faut pas distinguer le fait qu'il soit en dehors ou sur notre territoire. Pour le président de la République, il s'adresse aux Congolais. Seulement qu'il s'est adressé d'une certaine manière parce que les circonstances l'ont trouvé en un certain lieu. Vous n'allez pas me contredire par rapport au fait que, en République démocratique du Congo, le président de la République n'a pas encore eu l'occasion d'échanger questions-réponses avec la presse ou même encore avec le peuple. J'ai appris que cela est prévu pour la date du 24 janvier qui s'annonce. Alors que ces visites à l'étranger ont donné lieu à ces échanges. C'est par rapport au questionnement ou encore aux questions de nos frères, nos concitoyens qui vivent à la diaspora qu'il a eu à répondre de cette manière. On prend toujours les dispositions de relayer son message en direct, que ce soit sur les réseaux sociaux, que notamment sur Top Congo, nous avons suivi le message. Donc pour le président, il s'adresse à son peuple, vous comprenez? Et que je ne trouve pas de raison que l'on distingue le fait qu'il soit au Congo ou ailleurs. Et cela ne devrait d'ailleurs pas poser de problème. Pourquoi? Parce qu'après avoir tenu son discours, il revient toujours au Congo. Quelle est l'explication qu'on veut donner au fait qu'il le tienne à l'extérieur? C'est comme pour dire qu'il craint de le faire au pays. Pas du tout, parce qu'après l'avoir tenu,
quand il revient au pays, qui est cette personne qui l'attaque? Ou qui est cette personne qui oserait l'attaquer? Il assume ses propos. Il ne faut pas que nous puissions aujourd'hui créer cette discrimination. Nous sommes tous Congolais et la Constitution de la République demande au président de la République de veiller à l'unité nationale. Je vais revenir à vous pour les décryptages des déclarations du président. Alors, Monsieur Eugène Kandolo, une autre question avant de parler du contenu du message du président. D'abord, comment vous jugez aujourd'hui les services ou les travaux abattus par les services de communication du président et même la RTNC? Vous avez Top Congo, qui est une radio privée qui relaie les messages du président en direct, mais alors que la RTNC n'est dit mot, même les services de la presse ou de la communication du président, en tout cas, ne fait rien. Comment vous qualifiez aujourd'hui les travaux abattus par ces services? Ok, je vais y revenir, mais je vais rattacher mon propos par rapport au propos de madame. Avant d'aller loin, parce que vous lui avez posé une question importante ici sur d'abord le contexte, et il faut contextualiser comment le chef de l'État quitte ici pour aller au Vatican et puis passe à Londres. Il y a des éléments importants qu'il faut souligner et que les téléspectateurs doivent connaître. Premièrement, partir à Londres a toute sa symbolique. Vous comprenez? Deux raisons. Premièrement, si vous connaissez bien l'histoire des débuts de combattants, Londres, c'est les viviers. C'est de là qu'est parti les mouvements de ce qu'on appelait combattants. Donc, et c'est les derniers. Parce que généralement, quand on voit la résistance, quand on voit toutes les agitations liées aux contestations de ce qu'on appelait combattants, c'est Londres, c'est Paris, c'est Bruxelles, un peu Allemagne, et puis ce Canada et Afrique du Sud. Généralement, c'est ça le pool quand on parle vraiment de la résistance. Et Londres étant un vivier, après avoir fait Paris, Bruxelles, il était très important pour le chef de l'État de profiter, de saisir l'occasion pour parler à la population de Londres, la diaspora congolaise de Londres. Ça, c'est très important. Maintenant, quand vous dites que pourquoi le chef de l'État, il parle souvent quand il est à l'extérieur, ici, il ne parle pas, mais c'est faux. Partout où il part, il adapte le message par rapport au contexte. Et ça, c'est très important. Quand il parle aux Congolais de la diaspora, il sait leur problème. Premièrement, les Congolais de la diaspora, ils étaient quand même en scepticisme par rapport à ce qui s'est passé ici. Il faudrait un message rassurant. Il faudrait qu'ils soient rassurés que nous avons en face de nous un réel partenaire. Maintenant, regarde ce qui se passe. La preuve, c'est que ce voyage a été beaucoup combattu. C'est la veille du voyage à Londres que les médias occidentaux, toujours dans leur salle besogne, s'arrangent pour balancer un article aussi intempestible. Un article intitulé « La nuit où Kabila impose Tshisekedi à tout le monde ». Vous voyez, c'est en fait avec une attitude mesquine, parce qu'ils savent que là, ça va réchauffer les nerfs de ceux qui s'appellent encore les derniers bastions des combattants, et sûrement, ça va faire un choc. Félix risque de rater en fait sa sortie auprès de la diaspora de Londres. Alors, il y a eu toutes sortes de manigances pour le mettre en haleine. Mais c'est un pari gagné pour Félix, d'abord d'affronter, parce que c'est pour la toute première fois. À Paris, en Belgique, ça ne s'est pas passé. Pour la première fois qu'il parle dans la salle et qu'il y ait une sorte de résistance. Et ça lui a permis d'expliquer. Et ça, c'est très important. Ça montre l'élan des dictatures. Ça montre qu'un leader peut écouter, peut être contredit et réorienter la base. Et ça, c'était très important. C'est là que j'ai vu la beauté de la démocratie et la communion entre le président et sa population partout. Il se passe comme madame a dit tout à l'heure, il est présent des Congolais partout. Mais maintenant, quand vous dites qu'il ne parle qu'à l'extérieur, n'avez-vous pas suivi les discours sur l'état de la nation? Pensez-vous que ces discours-là, le chef de l'État n'a pas touché des questions sensibles? Quand il parle de la question de l'effervescence autour des destitutions de gouverneurs dans des provinces, pensez-vous qu'il a attendu d'aller à l'extérieur pour parler de ce genre de questions? Donc, ne considérez pas le chef de l'État comme quelqu'un qui serait piqué par des fourmis quand il est ici et qui n'a le courage de parler qu'à l'extérieur. Il y a autant de questions qu'on peut soulever dans les discours de l'État de la nation. Alors, maintenant, par rapport à la communication, moi-même, j'étais très sidéré parce que je voulais suivre ce discours en live.
J'étais en train de chercher, je suis allé sur la page de la présidence, il n'y avait rien. Je suis allé dans mes services qui, d'habitude, mes relais, ils peuvent facilement m'envoyer des liens. Il n'y avait rien et j'étais obligé de me contenter des tweets et des trucs de Top Congo. Et ça, c'est très sidérant. Il est temps aujourd'hui que l'on remette la RTNC entre les mains des professionnels. Je suis quand même un peu embarrassé. J'ai vu le numéro 2 de la RTNC sur une autre chaîne. Oui, sur une autre chaîne, en train de pleurnicher. Il dit, nous ne communiquons pas suffisamment. Il parlait de la question de l'Est. J'ai dit, mais ce type est numéro 2 dans la chaîne nationale. La chaîne nationale ne communique pas. Il a organisé plusieurs conférences par il va se plaindre sur une autre chaîne privée qu'on ne communique pas suffisamment. Alors je me demande finalement, quelle est la contradiction qui caractérise nos acteurs, mais même ceux qui s'illustrent en bon donneur des leçons quand on leur donne une parcelle de pouvoir. Donc la RTNC aujourd'hui n'a aucune ambition en tant que chaîne publique. Je l'ai dit dans un plateau ou ici ou ailleurs, nous avons l'ambition d'être une grande puissance. La RTNC doit être conforme à cela, notamment par rapport à la grille des programmes. On ne peut pas être aujourd'hui une chaîne nationale dans un pays qui a une grande ambition. On n'a pas un correspondant, soit par exemple à Addis Abeba, à l'Union africaine. C'est seulement quand les chefs de l'État partent, quand il y a sommet des chefs de l'État, qu'il y a des délégations. Non, mais c'est inadmissible. Rappelez-vous de l'histoire de quand on avait refoulé les Congolais de Brazza. Tout le monde racontait dans les médias sociaux qu'on a repassé une dame avec le fer. Mais on ne voit pas les images. Mais Brazza, c'est à 12 minutes d'ici. Comment la RTNC ne peut pas avoir un correspondant qui part pour... C'est un journaliste, juste pour donner la vraie version des faits sur les éléments. C'est ça, quand on n'a pas une vision, même si on parle un bon français, quand on vous donne, les mains inexpertes ont touché aux choses sensibles. Quand on vous donne de diriger une chaîne et que vous ne comprenez rien, vous serez là comme un touriste. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président puisse remanier aussi son cabinet? Justement, on va y arriver. D'abord, on parlait des médias. Vous avez évoqué la RTNC en tant que chaîne publique. Elle n'a aucune ambition. La grille de programme de la RTNC doit être revue de fond en comble. Il faut qu'il y ait un journal international, si pas au moins panafricain. Ça veut dire la RTNC doit être à même d'avoir des correspondants dans d'autres pays d'Afrique et de donner la version congolaise des faits en Afrique. Ça, c'est comme ça qu'un pays qui a des ambitions fonctionne. Maintenant, rentrons pour les services quand tu parles. Je suis un peu mal placé. Je suis un peu mal placé. Ça serait comme quelqu'un qui vient faire le plaidoyer pour qu'il prenne la place des autres. Mais que les gens apprécient. J'ai suivi déjà Christian qui a fait toute une émission ici pour critiquer les services de la communication de la presse du chef de l'État qui laisse à désirer. C'est vraiment, vraiment un service qu'il faut revoir et je crois que le chef d'État n'est pas fier. Il y a beaucoup de gens qui l'ont démontré. Même les jeunes qui ont fait la vidéo dernièrement a montré que la communication de la première dame est mieux que celle du chef de l'État. Mais c'est dommage que nous puissions avoir un piètre service comme ça, que des gens qui ne comprennent pas qu'il faut soit se remettre à jour ou soit utiliser des compétences des secondes mains pour appuyer ce que vous avez comme responsabilité. Ça, c'est faisable. Alors, Maître Lettre, je reviens à vous pour les décryptages du message du président. D'abord, affaire Banyamulenge, le président dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Ça a créé en tout cas une polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, le président n'a-t-il pas pris tous ces Congolais qui considéraient les Banyamulenge comme des Rwandais à contre-pied? J'aimerais revenir sur ces cas. Allez-y. Monsieur, tout à l'heure. Et jeune, il s'appelle. Monsieur Eugène a fait voir, a relevé ce problème de contexte. Il a relevé le problème de la beauté de la démocratie. On sait aujourd'hui contredire le président de la République en face et celui-ci s'arrange à donner des solutions ou alors des réponses aux problèmes qui lui sont posés. Vous avez suivi dans la salle, lorsque le chef de l'État parlait de la question de Banyamulenge, les gens réagissaient dans tous les sens. Les gens s'opposaient à ça. C'était des hommes à battre, c'était des non-Congolais. En tout cas, on ne peut pas admettre que cela soit considéré comme des Congolais, soit parce qu'on estime qu'ils sont en train de nous tuer, soit qu'on estime qu'ils sont en train de piller nos richesses. Mais le président de la République, il est parti par un exemple tout simple. Que prenez les cas de vous qui avez fait autant d'années en Angleterre. Vous avez la nationalité de là. Mais subitement, vous bénéficiez de, ou vous êtes victime des discriminations. On ne veut pas vous considérer comme tel, on vous marginalise. Comment vous allez considérer cela? C'était un exemple qui répondait à toute la question. Les Banyamulenge se sont retrouvés dans notre territoire. En 1971, le président Mobutu à la tête du pays, il a signé une ordonnance pour dire que ceux-là avaient détenu la nationalité congolaise. Aujourd'hui, qu'elles l'ont. Doit-on considérer
ceux-là comme de non-congolais? Et sur quelle base? Alors que vous-même, vous êtes dans les mêmes circonstances et ailleurs. J'ai même suivi sur le net un jeune qui disait tous ceux-là qui réagissaient au sujet de la question Banyamulenge, ils ont pour la plupart chacun soit un passeport belge, soit un passeport canadien, turc ou je ne sais quoi dans leur poche. C'est ainsi qu'il n'est pas normal que nous soyons à la fois en train de chercher une chose et son contraire. Le chef de l'État nous a ramenés, les a interpellés et les a ramenés à leur propre conscience. Et je pense que c'est une question qui doit à présent être classée. Très bien. Alors, monsieur Eugène Kandoula, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse abolir cette loi qui, je dirais, octroie l'exclusivité de la nationalité congolaise? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse passer à autre chose concernant la question de l'identité? Mais ben voilà. Tu disais tout à l'heure que le chef d'État ne parle qu'à l'extérieur. Je t'ai ramené au discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a encore parlé de ça. Il a dit, il a expliqué que c'est inimaginable, aujourd'hui, en plein XXIe siècle, que nous puissions être ce pays qui parle encore de l'exclusivité de la nationalité. Certes, quand on a fait la Constitution, parce qu'il faut toujours, quand on analyse, regarder l'esprit de l'exégèse de la Constitution. Dans les contextes où nous étions, il y avait beaucoup de suspicions, beaucoup d'hésitations par rapport à... Et puis on considérait que nous étions agressés par nos voisins et que par conséquent, dans notre Constitution, on ne devait pas d'abord ouvrir une brèche. Mais ça, c'était en 2006. Mais malgré le fait qu'on a dit que la nationalité congolaise est une exclusive, est-ce que ceux qui ont acquis la nationalité congolaise après le dialogue dit inter-congolais à San City, où il y a des gens que vous refusez aujourd'hui, mais qui est à ces dialogues avec des politiciens qui les refusent aujourd'hui. Ces dialogues étaient considérés mettre ensemble les Congolais. Ça s'appelle dialogue inter-congolais. Donc il y avait les Roubaix-Rois que vous ne voulez pas aujourd'hui à ces dialogues. Donc il y avait les gens aujourd'hui de la Mouka qui étaient côte à côte avec ces gens. À l'époque, soit certains étaient dans l'UDP, soit certains étaient dans l'UFERI ou je ne sais pas moi dans d'autres partis. Mais bref, tous ces gens ont été ensemble. Ça veut dire quand vous êtes à une table de négociation, en théorie de la négociation en diplomatie, la première étape pour négocier, c'est la reconnaissance réciproque. Est-ce que je reconnais que madame est co-débattrice avec moi? Est-ce que je reconnais qu'elle est congolaise? Est-ce qu'elle me reconnaît que je suis congolais avant de commencer à co-débattre? Donc déjà, rien que ce dialogue, tous ceux qui ont pris part à ce dialogue devraient avoir honte de considérer certains de leurs collègues aujourd'hui comme étant de non-congolais. Ça, c'est malhonnête, c'est hypocrite et c'est manipuler l'opinion. Des deux, la question de Banyamulenge n'est pas une invention de Félix. Tu sais qu'aujourd'hui, il a utilisé la didactique, mais en réalité, pour montrer qu'eux, ils ont double nationalité, ils ont de nationalité, mais ils usurent. Cette question déjà été traitée en 1971. Cette loi sur la nationalité de 91, Félix n'était pas là. Parce que beaucoup de gens veulent nous faire croire que la question n'est venue qu'avec l'entrée de l'AFDEL et qu'elle est liée aux accords de l'Éméré. Ça, c'est une façon d'intox, une façon d'amener une sorte de révolte. Et c'est ça la manipulation qui caractérise beaucoup d'acteurs politiques congolais et beaucoup de gens de la diaspora qui sont à mal des positionnements, un peu la bande d'Angwanda et tout le reste. C'est des gens qui se bâtissent sur le faux. En 71, il est fait une loi sur la nationalité. Cette question est traitée. Et dans notre constitution, on ne parle pas de 1885, la conférence de Berlin. On parle de ceux qui ont acquis la nationalité à l'indépendance. 1960. En 1960, ces gens étaient déjà sous les sols congolais. Ça veut dire qu'ils ont acquis la nationalité congolaise. Traitons ces cas froidement. Et j'ai aimé la sagesse du chef de l'État. Il dit, autant il faudrait qu'on leur reconnaisse cela, mais c'est à eux maintenant de se comporter en tant que tels comme des Congolais. Parce qu'effectivement, il y a toujours des gens véreux qui surfent sur cette victimisation en étant minoritaire et tout ça pour faire des choses. Mais justement, et ça c'est mesquin, et c'est pour cela que le chef de l'État, il ne finit pas sa phrase, il ajoute, mais eux, ils doivent se comporter conséquemment. Oui, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois quand on veut avancer pour des intérêts politiques ou soit pour qu'on se maintienne à un poste de ministre de décentralisation, on crée une question d'injustice de minorité. Tout le monde est minoritaire. Il n'y a aucune ethnie qui soit majoritaire. Chaque ethnie prise à part entière est une minorité. Donc c'est un faux débat et il faudrait le traiter sans passion,
mais aussi sans manipulation. Nous devons être vrais avec nous. Donc le chef de l'État, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il s'assume. Quelqu'un me disait sur Facebook hier soir que non, ça va le rattraper en 2023, il risque de se mettre à dos l'électorat du Kivu. Mais ça, c'est quelle complaisance. Donc le chef de l'État devrait traiter avec légèreté une question avec des visées égoïstes des élections. Mais ça, c'est quelle stupidité, quelle légèreté. Nous devons appréhender, aborder les questions de l'État avec froideur, avec sens de nationalisme, de patriotisme et beaucoup plus avec responsabilité. Surtout quand on est acteur ou opérateur politique. Parce que nous sommes face au destin. On ne prend pas des questions de l'État avec beaucoup de légèreté, des sensations et surtout pas de manipulation. Très bien. Alors, maître, outre la question de l'identité, le président a aussi évoqué les sujets de la coalition FCC-CACH. Des ministres qui subissent des pressions, des ministres qui viennent dire au président qui subissent des pressions pour qu'il puisse nuire à ses actions. Est-ce que le président a promis aussi un stylo rouge à ses présidents? Est-ce qu'aujourd'hui, il est temps pour les présidents peut-être d'évaluer déjà cette coalition? Alors moi, je n'aime pas aborder les choses de cette manière. Je n'aime pas mettre ensemble FCC-CACH et le gouvernement. Il est vrai que le gouvernement est issu de cette coalition. Mais à partir du moment où ils sont revêtus des fonctions publiques, des fonctions de l'État comme membres du gouvernement, lorsqu'ils agissent, on ne peut plus les critiquer en fonction de leur appartenance politique. On juge leurs actions. Mais ils se comportent toujours comme des militants des partis politiques. Je suis en train d'évoluer. Je voudrais d'abord créer ce distinguo. Allez-y. Et lorsqu'il est question de critiquer les membres du gouvernement, critiquons-les comme tels. On n'a pas forcément besoin de faire référence à leurs origines. En les critiquant comme tels, on saura réellement quelles sont les mains noires qui sont en dessous. Mais cela ne devrait pas d'abord orienter notre démarche. Partons maintenant des déclarations du président de la République. Il nous informe qu'il a écho du fait qu'il y a des ministres qui subissent de la pression, sans préciser d'où venait la pression. Le président de la République n'a pas précisé. Il nous a juste informé qu'il y a des ministres qui subissaient une pression pour ne pas se conduire tel que, de manière à faire aboutir ces actions. Et il met cela en garde. Non seulement qu'il les met en garde, mais aussi il le rassure du fait que c'est l'intérêt du peuple qui est en jeu. Et nous devons agir. Il ne faut pas répondre à cette pression-là. Et le président de la République voudrait les rassurer. Il ne les a pas rassurés seulement dans son discours à Londres, même bien avant, pour dire qu'il a son soutien. Ils ont son soutien. Ils ne voient pas quelle est cette pression qui l'empêcherait de le défendre au cas où ils sont dans la ligne droite. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait examiner la question dans ce sens de FCC du cash. Mais si on doit partir aussi dans cet angle, le président de la République a trouvé la Constitution. En tout cas, il l'a trouvée en sa qualité de président de la République. C'était une Constitution qui était taillée sur mesure. Aujourd'hui, on a du mal à admettre que c'est lui-là qui était opposant de l'autre fois. On bénéficie de privilèges. On voudrait réduire son action. Comme aujourd'hui, la question liée à la dissolution, parce qu'il en a parlé. Nous avons parlé tantôt du fait que nous avons un président courageux, qui sait crever l'abcès, qui sait identifier le problème où il se trouve et poser des solutions quant à ce. On parle de la dissolution. J'ai suivi le professeur Bokolombe faire son analyse. Et d'ailleurs, depuis tout ce temps, il devient pratiquement une caisse à résonance avec des analyses biaisées. Vraiment. Il veut aujourd'hui nous faire croire en tout cas à une partie de la population qui le suit, que la crise devrait être persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Est-ce que le président a dit le contraire? Non, non. Le président n'a pas dit le contraire. Vous ne devez pas vous ériger en donneur de leçons en faisant passer quelque chose qui ne fait pas l'objet de controverses. Ça, c'est d'une part. On nous dit que le président de la République dissoudre ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire. Du coup, moi, je me demande d'où est-ce que le ministre le professeur va tirer cela. La Constitution, l'article 148, dit qu'après consultation du Premier ministre, après consultation du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat. C'est un avis consultatif. Ce n'est pas un avis décisionnel.
C'est un peu comme le ministère public dans une audience. Il donne son avis et le juge tranche. Le président n'est pas soumis à la vie du ministre. C'est une formalité constitutionnelle. Et le président va simplement... Mais sinon, ça relève de son intime conviction, alors de son pouvoir discrétionnaire. C'est aberrant de voir que de tels propos proviennent d'un professeur. C'est ainsi qu'on va juste à croire que les fonctions de politique se révèlent aujourd'hui visiblement incompatibles avec celles de professeur, avec celles de pasteur, parce que finalement, on ne sait pas mettre une démarcation entre les deux attributs. C'est un professeur qui m'a enseigné. On avait toujours le plaisir d'assister à ces enseignements à l'auditoire. Mais aujourd'hui, il est en train de mettre toute la population en déroute. Il la met en déroute et je l'ai répondu. Un peu comme les professeurs Yabiron. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de Sambo Colombe et de sa troupe qui pensent que le président n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Je m'en vais et je le renvoie à l'article 48, qu'ils le lisent. Comme M. Eugène l'a dit, à froid, il se rendra compte que cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Très bien. Des ministres qui subissent des pressions pour se constituer un obstacle aux actions du président de la République. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, ainsi que les caciques de ces deux familles politiques puissent se mettre autour d'une table et se parler sincèrement concernant ce qu'il faudrait faire pour que les institutions puissent marcher ou fonctionner correctement? Cher Hervé, il faut toujours voir le contexte dans lequel ils se sont retrouvés ensemble. Le chef d'État... il a même qualifié cela comme un accident de l'histoire. Exactement, il a dit comme un accident de l'histoire, mais il a déjà dit aussi dans le passé que vu les temps que nous avons fait en opposition entre les deux groupes, donc ce n'est pas des sitôt qu'on se fait une bise sur la bouche. Donc c'est très important, ça dit beaucoup de choses à la fois. Souvent on croit que c'est trop facile, parce qu'ils se sont mis ensemble et automatiquement les choses vont marcher. Non, mais ça prend du temps pour bâtir une confiance. Regardez combien de temps ça les a pris pour rien que sortir le gouvernement. Il a perdu 7 mois, le chef de l'État. 7 mois après avoir été président de la République, il fonctionnait sans gouvernement parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Alors, le chef de l'État a ses côtés diplomatiques que beaucoup, en fait, lui reprochent. Ils croient que le chef d'État est faible. Mais avec ce côté-là, il obtient beaucoup de choses que ceux qui se croyaient forts n'ont jamais obtenues. Rappelez-vous que dans ces pays, il y avait des gens qui disaient que Kabila ne partira pas du pouvoir, un dictateur ne part pas par les élections, la seule personne qui était capable de le faire partir, c'est Bemba parce qu'il était un militaire et tout ça. Là où les militaires, les hommes forts, les gens qui pensaient que bon voilà, ils ont plus de stratégie, n'ont pas réussi, la seule personne qui a réussi à mettre Kabila sur le banc de touche et à occuper les sièges du président de la République et à porter les armoiries et porter les noms du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Sa méthode peut être vue comme une méthode faible, mais c'est une méthode qui apporte des résultats. Alors, vaut mieux une méthode qui me semble faible, qui apporte des résultats, qu'une méthode, parce que tous, si on veut aller dans la logique des négociations, tous ont négocié pour être de ministre, pour être de vice-président, mais personne, en fait, n'a obtenu, en fait, à arracher Joseph Kabila de quitter le siège du président de la République. Donc, dans cet élan, quelqu'un qui a déjà fait plus peut faire le moins. C'est la logique simple. Il a déjà réussi à convaincre Kabila qui avait l'élan de se maintenir au pouvoir parce qu'il avait déjà glissé 2 ans. Il a fait des manigances, des dialogues en dialogue pour tirer les choses en longueur, mais s'il a réussi cela, c'est vrai qu'il y a, on peut dire que ça relève de la providence des dieux, mais si ça relève de cette providence, donc cette providence accompagne Tshisekedi. Dans sa méthode qui semble être faible, il obtient des résultats. Et c'est comme ça qu'il ne va pas suivre des conseils des gens qui lui disent d'être un va-t-en-guerre. Voilà pourquoi il disait, je ne veux pas aller fouiner. Tout ça, ce n'est pas par faiblesse, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une grande vision. Il s'est dit, si on veut obtenir des choses sans créer de problèmes dans la population, parce qu'imaginez que si on avait utilisé une autre voie, aujourd'hui, nous ne serons même pas dans ces plateaux. Donc, il y aura sang et feu dans la population, on ne serait pas à l'aise. C'est la méthode Tshisekedi qui est en train de faire qu'il y ait la paix ici, qu'il y ait cette concession. On peut la voir comme faible, mais c'est une méthode qui apporte des résultats. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand cœur, il est conciliant, qu'il faut le prendre pour un yuma, si on veut utiliser le terme. Voilà pourquoi, à un moment donné, il peut effectivement faire un ras-le-bol comme celui qu'il a fait à Londres pour dire, j'ai appris,
qu'il y a de pression sur certains ministres, mais ce sont des choses qui se disent. Nous n'avons pas attendu que les chefs de l'État aillent le dire pour que nous soyons, à moins que, bon, on soit comme les communs des mortels, mais tous ceux qui sont, mais naturellement, le parti politique. Est-ce que vous pensez que, autant que Fayoul n'est pas content du fait que Félix soit président, vous pensez que Chadari est content? Alors, tu me penses que Chadari n'a pas de gens qui lui sont soumis? Même à l'interne, il y a des gens au sein de leur regroupement qui essaient de lui faire voir qu'il faut comprendre que nous sommes dans la coalition, qui avait commencé des sorties médiatiques un peu à fleur des peaux. Chadari, ça montre à suffisance que dans un camp ou dans un autre, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent encore se comporter ainsi ou d'une autre manière. De la même façon que Chadari est frustré, je le dirai toujours, de la même façon que Fayoul est frustré, de la même façon qu'une certaine tendance des médias occidentaux, c'est comme ça que de temps en temps, ils se comportent toujours un peu comme s'ils veulent piéger Félix, comme s'ils veulent jeter les pavés dans la mare, mais de toutes les façons, le train est en marche. Et dans ces trains qui sont en marche, on ne prend pas des conseils des gens qui veulent vous dire, allez, rentrez-vous dedans avec Kabila. Allez, déchirez-vous. Non, non. Le pays va en pâtir. Il faut y aller progressivement. Mais en même temps, utiliser des moyens à notre disposition, entre autres des moyens constitutionnels. C'est comme ça qu'il a dit. Si on m'y pousse, finalement, je risque de faire ça. Mais ça, c'est en dernier ressort. Ça veut dire qu'il dit qu'il a... Ça sous-entend qu'il dit qu'il a encore beaucoup de cartes diplomatiques à jouer parce que c'est quelqu'un qui sait jouer et gagner. C'est pour cela que vous avez vu que... certains gouverneurs, même agités, on ne les a pas aussi fait partir facilement. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut bondir les muscles, mais il faut toujours vous méfier de la personne. Hein, un peu comme disait un musicien congolais, Moutouaba Tami Alekio Mayele. Donc, ne prenez pas Félix comme un Yuma. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui obtient toujours des résultats. Alors, maître, est-ce qu'il... Le président doit toujours continuer à se comporter un bon diplomate, un bon père de famille, où il est aussi temps pour le président aussi de tenir les fouets pour faire comprendre à ses enfants, ou qui, je dirais à ses ministres, que je peux aussi fouetter, un peu comme Jésus. Mais son souhait, il l'a toujours. Son intention ou sa volonté, sa détermination de voir les choses changer, c'est ça qui le retient. Il continue à faire confiance. Il a la détermination, mais de l'autre côté, il y a des gens qui se sont rangés pour, en tout cas, se constituer un obstacle. Voilà, il continue à interpeller leur conscience. Parce qu'à vrai dire, même tous ceux-là qui se mettent à faire du mal au peuple congolais ont une voix intérieure au sein d'eux-mêmes qui leur interpelle sur les biens à faire à notre population. Et le rôle que joue le président, nous l'avons dit ici, il joue une diplomatie. Il a plusieurs cartes, il nous l'a dit dans son discours à la nation, qu'il va user de toutes les cartes possibles pourvu que le développement du Congo ne soit plus une fiction, mais plutôt une réalité. Aujourd'hui, il a encore interpellé pour une énième fois tout cela. Il ne faut pas penser que c'est déjà trop. Non, le chef de l'État, il a une stratégie. Et ce qui est important dans son discours, ce qui n'a pas été capté par ce détracteur, c'est le fait qu'il revienne d'abord sur l'intérêt qu'il a à voir la coalition marcher comme il se doit. Il ne voudrait pas arriver à l'instance de la dissolution. C'est ainsi que M. Kandolo vous l'a dit, que ce sera en tout cas la toute dernière carte qu'il voudrait utiliser. En tout cas, il ne voudrait pas en arriver là. Mais si seulement on lui pousse à cela, il va user de la disposition constitutionnelle. J'aimerais encore rappeler les dispositions de l'article 69. Il veille au respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, c'est aussi dissoudre l'Assemblée en cas de crise persistance. Même si aujourd'hui, la crise, elle ne s'est pas encore suffisamment prononcée. C'est ainsi que la Constitution ajoute cet article. Pas seulement une crise, mais une crise persistance. Et le président de la République ne voudrait pas que l'on en arrive à cela. Il voudrait voir ses ministres, chacun poser des actes. Il ne faut pas oublier que le président de la République en République démocratique du Congo, il ne gouverne pas. Il est le chef de l'exécutif, il n'est pas le chef du gouvernement. La Constitution dit qu'il assure l'arbitrage. Il devrait se rassurer que chacun est à sa place, que chacun joue son rôle. Comme tout berger, lorsqu'il conduit son troupeau, et qui se rend compte qu'il y a une des brebis qui s'écarte, il est encore là pour le remettre dans le chemin. C'est tout ça le rôle qu'il est en train de jouer. C'est ainsi qu'on vous a dit ici que c'est une stratégie qui peut sembler faible, mais soyons convaincus.
ou encore, soyons honnêtes à reconnaître que c'est une stratégie qui apporte la solution aux grands problèmes de notre population et que d'ici 5 ans, la situation du Congolais va effectivement changer. Alors, une dernière question à vous deux avant de prendre la marche de la Mouka. D'abord à vous, maître, est-ce que vous voyez la coalition FCC Cash tenir jusqu'en 2023? J'ai suivi personnellement le coordonnateur du FCC Cash, le coordonnateur du FCC, le professeur Néhémie. Le professeur Néhémie, affirmé après une matinée, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils appellent ça, à Kingakati, que le FCC sera le dernier à sortir de la coalition. C'était un discours de très haute portée politique. C'est pour dire qu'on voudrait pousser les autres à la sortie. Alors que le président de la République, il est issu de la coalition, plutôt de la famille Cash. Ça veut dire qu'il y aura des provocations par-ci par-là. Famille Cash, où il se passe aussi des choses ces derniers temps. On aura le temps d'en parler, mais laissez-moi d'abord vous dire que c'est une provocation venant du FCC. Mais avec la méthode du président de la République, nous irons, s'il y aura des gens qui devraient sortir, ce sera effectivement les Cash qui va sortir. Vous savez, la politique, c'est ce que moi j'ai pu noter de cette famille politique. On veut maintenir notre peuple dans l'ignorance. Et lorsqu'on est dans l'ignorance, la Bible l'a dit, on périt. Le peuple périt faute de connaissance. On voudrait créer une certaine psychose dans le chef de la population congolaise pour dire, est-ce que le président de la République va réussir? Est-ce que les FCC... Il est le chef de l'État. Il a toutes les prérogatives de la Constitution pour pouvoir réussir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je crois que vous avez suivi Constant Moutamba dans l'une de ses déclarations invitant les animateurs du Cash à revenir à la table des négociations pour la nomination des mandataires. Mais c'est une démarche qui normalement ne peut pas plaire au président de la République. Vous savez pourquoi? Simplement parce que la Constitution ne prévoit que des nominations émanant des partis politiques ou des familles politiques pour ce qui concerne les membres du gouvernement. Pour les autres nominations, tous les peuples congolais doivent se retrouver. Le président de la République n'est pas obligé de ne nommer que les membres de l'UDPS, des membres recommandés par des partis. Non, il y a de ceux qui n'ont pas voté pour lui, mais qui ont la compétence. Aujourd'hui, la RDC a besoin de compétences. Le chef de l'État ira le chercher partout où il se trouve. Matungulu a été nommé par le chef de l'État et a été proposé par la République démocratique du Congo alors qu'il était de plein pied dans la formation Lamuka. Très bien, maître. Albert Yuma a été nommé, il était du PPRD. Pour ne pas encore citer Kyungwa Kumwanza qui n'était pas... C'est ça la démarche du président de la République. Il voudrait que tout le peuple congolais se retrouve en lui et se retrouve aux affaires par rapport aux compétences plutôt que par rapport au clivage de tous ordres. Très bien. UNC, UDPS, Guéguerre, vous avez de l'autre côté les FCC ou je dirais mieux les PPRD qui de temps en temps tirent aussi sur l'UDPS. Est-ce que les présidents se sentent-ils en sécurité sur le plan politique? Encore une fois, ce sont des gesticulations d'ordre politique et d'ordre de la démocratie. On ne peut pas imaginer une démocratie sans tout cela. Donc la démocratie mettant en compétition de partis politiques pour la conquête de pouvoir, ces partis politiques en fait ne sont pas composés des enfants des cœurs. Donc c'est tout à fait normal, même au sein de l'UDPS. Rien qu'au parti, vous avez vu qu'il y avait eu à un moment donné, il s'est rentré dedans, voilà, la commission CEP contre l'exécutif. Ça c'est des bonnes guerres et ça ne vous détonne pas. Partout au monde ça existe. Vous trouverez chez les républicains, les gens qui se rentrent dedans aux États-Unis, vous trouverez chez les démocrates, Hillary Clinton quand elle était candidate face à Obama pour les primaires, il s'est rentré dedans. Elle a même évoqué, pour voir, elle a même évoqué l'éventuel assassinat d'Obama. Vous imaginez? Donc, c'est des questions assez sensibles. Donc, c'est tout à fait normal qu'ici, en RDC, qu'il y ait des problèmes entre l'UDPS et l'UNC au sein du Cash. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'UNC n'a jamais été leur allié jusqu'à la fin. Quand cette histoire de Genève avec l'arnaque de Genève s'est fait et puis après ils se sont retrouvés. Et d'ailleurs, moi je me rappelle à l'époque, j'ai discuté avec l'actuel assistant du président de la République. Il doutait, je lui disais, les chefs de Félix doivent se mettre ensemble avec Fachi et ils auront les soutiens avec Vital, de gens. vous voulez dire. Avec Vital. Et il doutait, moi je lui dis c'est possible. C'est possible. Et après les gens ont vu.
Félix et Vita se sont mis ensemble, alors qu'on savait comment l'actuel ministre de la Jeunesse, à l'époque, il frappait à boulet rouge l'UDPS, on savait comment Kabound frappait à boulet rouge Vital Kamere, mais après, on a vu côte à côte, à l'aéroport, Kabound, Billy Kambale, Bode Mayo, en train d'accueillir leur leader. C'est possible, mais au-delà de ça, même après s'être mis ensemble, il y a toujours des tractations, même liées au partage de gâteaux. N'a-t-on pas entendu, même si après on nous a fait croire que ce n'était que de la rumeur, n'a-t-on pas entendu qu'il y a un peu de tension entre Mayo et Kamere au sein d'un même parti? N'a-t-on pas entendu? Donc ça existe et ça existera toujours, a fortiori entre le Cash et le FCC. Alors la coalition va tenir jusqu'en 2023. Et ça, en fait, ça ne bouge pas le chef de l'État. Le chef de l'État, il est chef de l'État. Donc des questions de positionnement politique et des guéguerres, comment ça peut toucher? Ça touche au chef de l'État dans la mesure où, par exemple, ça peut toucher son cabinet et les dysfonctionnements, parce qu'au sein de son cabinet, il y a l'UNC, il y a l'UDPS, mais il y a aussi des gens qui sont encore là, qui ont travaillé à l'époque de Kabila. Et par rapport à ça, des inconscients qui ne comprennent pas que nous faisons partie d'une équipe, qui croient qu'ils répondent à certains maîtres, vont commencer à se comporter comme des gens qui ne veulent pas faire avancer le rayonnement du pays, en pensant qu'en empêchant au chef de l'État de rayonner, donc ça leur permet peut-être eux à revenir à leur tour. Mais tout ça, en fait, ça relève maintenant de la lucidité du chef de l'État d'appréhender qui peut être utile pour faire avancer son action. Parce que ça, c'est très important. On a évoqué tout à l'heure la question de la communication. Je suivis ici, sur une autre émission, Christian revenir sur le fait que les chargés de communication, le directeur de communication du chef de l'État ne devaient pas être de l'UNC. Et je crois qu'il a raison parce que, en fait, ça relève. C'est le directeur de communication du chef de l'État. Donc ça veut dire, c'est très important que ça soit quelqu'un qui est dans sa vision, que ce soit quelqu'un qui veut son bien-être, que ce soit quelqu'un non seulement au-delà d'être dans sa vision, mais qui comprend aussi la communication, c'est quoi. Pas juste quelqu'un, voilà, donc qui sait faire imprimer une affiche ou bien commander une vidéo. La communication, c'est un tout, c'est un ensemble de choses. La communication du chef de l'État, ça se conçoit sur une échelle d'une année. C'est quoi la communication du chef de l'État? Basée sur sa propre vision. Le chef de l'État a une vision. Si c'est la vision, c'est les peuples d'abord. La communication est basée sur ça. Il y a une communication permanente, il y a une communication de crise et il y a une communication que l'on fait à des moments de communication. Par exemple, quel est le type de communication on fait au bilan de? Quel type de communication on fait quand on veut lancer un gouvernement? Quel type de communication on fait quand c'est pour les discours d'état de la nation? Quel type de communication les chefs de l'État font quand c'est la fin de l'année? Des communications, des moments de communication. La communication institutionnelle, c'est un tout. Ce n'est pas un lieu où on reste et on n'a pas un programme. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe de communication du chef de l'État peut nous sortir un programme, un plan de communication de la présidence? Je crois que ça ferait objet de beaucoup de mystères. Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. L'équipe de presse qu'on devrait vraiment soigner ou à la limite revoir sur les compétences. Donc ça c'est très important. Mais après tout, je disais que ça relève de la lucidité du chef de l'État parce que ça peut l'empêcher à avancer. Mais qu'à cela ne tienne, personne ne peut l'empêcher à être chef de l'État. Très bien. Quelques minutes nous séparent de la fin de l'émission. On va parler de Lamuka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito ainsi que les militants de Lamuka qui étaient dans la rue le 17 janvier. Vous gardez la parole pour ce deuxième thème de l'émission. En dépit de l'interdiction du gouverneur, Martin Fayoulou et Mouzito ont descendu dans la rue. Ils ont manifesté. La police avait dispersé la foule. Martin Fayoulou escorté jusqu'à chez lui à Faden House. État des droits version Félix. Justement, il profite de la politique de Félix, la politique d'ouverture, la politique d'état des droits qui donne la possibilité à tout le monde. Comme nous l'avons dit, effectivement, ils n'avaient pas tort d'aller sur terrain, étant donné que nous sommes dans les régimes d'information. La loi sur les manifestations n'étant pas adoptée. Il y avait un projet de loi comme ça, mais on n'a jamais épuisé cela pour finalement l'ériger en loi. Et par conséquent, étant dans les régimes d'information, donc ce n'est pas au gouverneur de les interdire. Quand on informe au gouverneur, ce n'est pas lui qui dit que bon voilà, vous n'allez pas ou bien vous partez. Maintenant, voyons les contenus de la marche. Ça, c'est là et ce qui est important. J'ai toujours parlé de l'immoralité, la malhonnêteté et le manque d'insincérité politique. Quand on fait la politique, malheureusement chez nous ici, on prend des thèmes creux sur base des manipulations de la population, on surfe sur les frustrations de la population en leur donnant n'importe quoi. Est-ce qu'il y avait opportunité, rien que sur les thèmes de la marche, la balkanisation et la question des bénis? Je crois que ça n'avait aucun lien, d'abord avec la date du 17, ça n'avait aucun lien, et puis de deux,
faire une messe pour Lumumba, mais thème c'est balkanisation. D'abord, cette balkanisation imaginaire, parce que ça n'existait pas, j'ai toujours rappelé que la balkanisation vient du mot Balkan. Le Balkan, quand vous voyez la Grèce et d'autres îles, là, c'était un tout, les gens qui se séparent. Ici, il n'y a jamais eu une volonté des peuples de Kivu ou des peuples du Katanga ou de se diviser. Aujourd'hui, je vois dans les médias sociaux les gens qui balancent les discours de Lumumba. Quand Lumumba parlait de la Belgique désire balkaniser, pour reprendre ces mots, la Belgique désire balkaniser, la RDC, Lumumba parle dans un contexte très bien déterminé. À peine on prend le pouvoir, 8 jours après, il y a sécession du Katanga. 11 jours après, il y a sécession du Sud Kasaï. Et la sécession du Katanga est appuyée par la Belgique. L'armée belge est là. Tchombe s'autoproclame. C'est un État à part. Et le Sud Kasaï, Kalonji s'autoproclame. C'est dans ce contexte-là que Lumumba n'a jamais fait un discours prophétique. Comme on veut nous faire croire aujourd'hui. Comme si Lumumba, il avait vu qu'il y aurait Belgique. Non, non. Il parle de l'actualité. La sécession du Sud Kasaï et la sécession du Katanga. Et c'est comme ça qu'il dit la Belgique désire balkaniser le Congo. Ça, c'est un point. De deux, quand Mobutu parle de l'unité nationale, parce qu'il en avait fait son créneau, nous sommes encore dans un contexte où il y a effectivement des gens qui veulent, notamment avec la République populaire du Congo, avec le Gizenga vers le Kisangani et trucs, quand on va tuer la sœur Anaruit par trucs. C'est des gens qui veulent faire des États. Donc des Congolais qui veulent se retirer du pouvoir central de Kinshasa. C'est de cela qu'on parle quand on parle de la balkanisation. Maintenant, confondre tout, dire en même temps que c'est le Rwanda qui veut prendre une partie du Congo, en même temps parler de la balkanisation, soit on est moins intelligent, soit on ne comprend pas ce qu'on dit. Ça, c'est un. Ça veut dire qu'il y a un autre État qui veut annexer une partie. Ça ne s'appelle pas balkanisation. S'il parlait d'autre chose, on pouvait discuter. Maintenant, sur la question, est-ce que réellement le Rwanda peut prendre une partie? Ça peut se discuter. Mais quand vous venez avec un thème, balkanisation, que vous ne comprenez pas vous-même, et vous faites avaler à la population sur base de manipulations, parce que vous savez qu'ils ont un niveau très bas, ça c'est de la malhonnêteté politique. Et vous faites de ça un thème pour une marche. En réalité, c'est quoi? Ces gens veulent exister parce que... Ils projettent même une conférence internationale. Justement, s'il n'y a pas de marche, s'il n'y a pas de point de presse, ça veut dire qu'ils ne vont pas exister. Félix leur avait dit j'ai besoin de l'opposition. Entre-temps, ils sont en train de faire l'opposition, mais tout en disant qu'ils ne font pas de l'opposition. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'opposition. Il leur avait dit j'ai besoin d'une opposition organisée. Faire l'opposition à Félix, ce n'est pas facile. Il faut avoir des arguments, il faut avoir des idées, il faut être intelligent pour construire, il faut contredire. Pas venir avec des incantations du genre Ngwanda qui distribuer des nationalités aux gens. Quand tu émerges, tu deviens ougandais, tu deviens centrafricain, tu deviens... Nous, ce temps-là est dépassé. Je disais que dans ces pays, on était trop habitués. Mobutu, Kabila le père et Kabila l'autre, des gouvernements autoritaires, des militaires. Maintenant, il faut apprendre à faire l'opposition face à un civil. Et par conséquent, il faut être intelligent, il faut avoir le sens de la proposition. Et ici, on s'accroche sur des thèmes qui n'existe pas, balkanisation, et puis allons marcher. Juste pour qu'on crée un peu une sorte d'opposition, comme par exemple, à peine on a interpellé le rappeur activo-politique, mon ami Lexus, et puis on a relayé, voilà, tout ce qu'on veut, c'est Fachi vient de tuer ses premières victimes. C'est en fait ça, et ça c'est méchant. Ça c'est piéger les Congos en pensant piéger Fachi. Et c'est très méchant. Si on veut construire sa politique sur les sangs des Congolais, sur comment faire pour qu'il y ait des scandales, qu'on crée un chaos, ça c'est méchant, les gens n'iront pas loin. Ils vont aller d'échec en échec et on ne bâtit pas la nation comme ça. C'est comme ça que les gens vont aspirer à un mirage qu'ils ne vont jamais atteindre. On ne peut pas atteindre l'idéal de sa vision, de son bonheur, si on n'est pas vrai. Et ça c'est très important. Alors maître, on va conclure l'émission avec vous. Fayoulou dans la rue, Ngobila interdit la marche, Fayoulou s'est entêté, il a marché. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, on peut confirmer à travers les actes posés par Ngobila que le FCC a réellement l'intention de nuire au président de la République? Parce que la police a dispersé la foule à travers les tirs de gaz lacrymogène. Je reviens sur ce que venait de dire M. Eugène par rapport à l'attitude du gouverneur Ngobila. Je pense qu'il continue à garder les séquelles de Yumbi. Voilà, de Yumbi ou encore du régime précédent. Et lorsque nous lisons sa lettre, vous voyez que les raisons qu'il pousse ou qu'il avance pour interdire la marche, elles ne se justifient pas. Pourtant, il avait été saisi dans les délais. Elle ne se justifie pas. Et en cela, il est vraiment passé à côté de la plaque. On ne voudrait pas le voir revenir sur ces genres d'actes. Il est vrai que les régimes d'information ne consacrent pas une certaine anarchie.
Pourquoi on informe l'autorité? C'est pour lui permettre de prendre des dispositions de sorte à encadrer les manifestants. Et si l'autorité ne sait pas encadrer en ce moment-là les manifestants, il ne peut pas refuser. Cette procédure, c'est en fait une procédure prévue pour que l'autorité et le peuple puissent communiquer. Il va suffire pour l'autorité de dire qu'on ne sait pas encadrer votre marche en ce jour-là, compte tenu du fait que les éléments de la police ont déjà peut-être été alignés pour une autre activité, ainsi de suite. Voudriez-vous nous présenter une autre date? Parce que pour cette date, nous ne saurons pas encadrer votre marche. C'est peut-être une raison qui tiendrait, et non dire que non, c'est une journée symbolique. Non. Du point de vue de la Constitution, je ne pense que ces raisons-là, vraiment, elles ne se justifient pas. C'est un peu ce que subissait l'UDPS ou les autres partis. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aux militants de la Mouka? Voilà, c'est ça le grand problème. Nous reprochons aux militants de la Mouka, surtout aux organisateurs de la marche, de cultiver les antivaleurs contre lesquelles le chef de l'État et même nous autres sommes en train de lutter dans notre société. Quelles sont ces antivaleurs? Vous incitez le peuple à une désobéissance. Et du coup, on vous cite la phrase « Nul n'est censé exécuter une décision manifestement illégale ». D'où est-ce qu'on tire cette phrase? Parce que moi, je sais qu'il est dit « Nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal ». Et cette phrase se conçoit dans les contextes, normalement, ceux des militaires, ceux qui ont un service de commandement. On ne peut pas aujourd'hui, militaire, parce que tu es détenteur d'une arme, que ton chef te dise de tuer tel ou d'arracher quelque chose à quelqu'un parce que tu as une arme. Mais lorsqu'il y a une décision qui n'a pas été prise de manière qu'il fallait, la loi prévoit des mécanismes pour obtenir l'annulation de cette décision. Notamment, on saisit les juridictions administratives. Mais puisque nous sommes dans un contexte politique, les autorités de la marche devraient d'abord amener leurs militants à se conformer à la décision, mais sachant qu'elle n'est pas correcte, saisir la hiérarchie, notamment le ministre de l'Intérieur, pour lui faire voir que c'était aberrant de la part du gouverneur d'interdire une marche alors qu'il n'en est pas question. Maintenant, ce qu'on doit encore retenir, c'est par rapport au contexte. Quel était le problème à résoudre? Parce qu'ils ont quand même fait la marche, qu'ils ont donné le thème non à la balkanisation, non aux tueries des mais également soutien au FRDC. Non, ça, n'était même pas. Ça, je pense qu'il doit avoir complété ça, voilà. Mais en tout cas, le jour de la manifestation, que les FARDC sont en train de gagner. Comment vous pouvez faire vous ne même pas de félicitations. Et lorsque en fait, c'est les opportunistes qui récoltent des choses. Non à la balkanisation, non aux tueries à Béni. Quel est le contexte qu'on a donné au concept balkanisation? Ça, c'est d'une part. Quelles sont les solutions qu'on a proposées contre la soi-disant balkanisation? Aucune. Alors, aucune proposition. C'est ainsi que je m'en vais directement dire qu'aujourd'hui, les opposants ne savent pas le rôle qu'ils doivent jouer. Déjà qu'on n'a même pas d'opposants. Le président de la République, dans son discours à la nation, il a émis son vœu avoir finalement le porte-parole de l'opposition. Le président de la République veut avoir un contradicteur. Il veut avoir absolument un contradicteur pour que celui-ci le rappelle à l'ordre. Il nous dit... Comment il appelle son discours à la nation? Il dit qu'il nous présente une boussole, de sorte que nous en assurons le suivi. Et pour ça, on a besoin d'une opposition forte, une opposition organisée, une opposition surtout intelligente. Très bien. Maître, l'émission est complètement terminée. Il y a une rubrique à la fin de cette émission qui consiste pour vous, l'invité, de regarder la caméra juste devant vous, adresser un dernier message au public qui vous regarde à travers le monde. Et puis, si c'est possible, vous pouvez leur passer vos coordonnées. Peut-être qu'ils vont souhaiter continuer les débats avec vous. Ah, ok, merci beaucoup. Moi, je suis de la dynamique Congo Uni, comme on venait de le dire, le parti cher à Vidi et Chimanga, un parti politique qui a été créé à côté de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS avait centré sa vision sur l'instauration de la démocratie pour lutter contre la dictature qui était mise en place, mais aussi sur le progrès social. Or, au cours des années, la mentalité du peuple congolais s'était dégradée à force de plusieurs coups qu'elle avait rencontrés. C'est ainsi que la dynamique Congo Uni avait mis un accent particulier, en plus
de la démocratie, l'état de droit et le progrès social, nous avons mis un accent particulier sur le changement des mentalités et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, notre population qui était autrefois décisive, qui était autrefois combative, aujourd'hui nous sommes devenus plaintifs et ce n'est pas normal. Nous devons continuer la lutte. La lutte n'était pas dirigée contre un individu, contre un système et ce système il est encore là. Nous devons nous unir comme une seule personne pour vaincre parce que le plus gros à faire était déjà Vos coordonnées. Alors, nos coordonnées, déjà, l'adresse du siège, c'est sur l'avenue Willery, croisement Mbomwe-Willery, à côté de Food Market de Itaga. C'est là qu'on peut déjà trouver tout. Mais le contact WhatsApp, si on peut ainsi le donner, 085 26 65 285. Très bien. Vous êtes d'ailleurs un habitué de cet exercice. Ok. Habitué, mais depuis que 2020 a commencé, c'est ma première émission. Ah, voilà. Alors, janvier n'est pas encore fini. Je profite de l'occasion pour présenter mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs de Congo Buzz TV et tous ceux qui nous suivent ici et dans la diaspora. Mes vœux de bonheur pour cette année nouvelle. Mais davantage, je vous rappelle que nous avons un seul leitmotiv. Nous devons aimer le Congo, travailler pour le Congo et vouloir le bien-être du Congolais. Mon numéro, pour ceux qui vont suivre pour la première fois cette émission, c'est les 081 291 46 31. 081 291 46 31. À très bientôt. Monsieur Eugène Kandolo, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Maître, merci également de votre disponibilité. Je vous en prie, merci. Tribune Presse de ce jour est terminée. Prochain rendez-vous demain mardi avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.